Let's go. Et nous n'aurons le sang que pour dégénérer. Quand nous avons perdu le jour qui nous éclaire, cette sorte de vie est bien imaginée. Ah, les petites intros là. Oh, regardez, mais ça c'est son plaisir. Je crois qu'il... On est bien d'accord qu'il s'est mis dans le parc, hein. Son plaisir, ça a été de prendre le même bouquin et se mettre dans le même parc, hein. Quel plaisir. Et Julie vont en bateau est un manifeste. C'est un film de magie Guerre contre les moustiques. Ça, c'est vrai que ça a toujours existé, je pense. opérative qui va changer la vie. À chaque fois qu'on le voit, il nous regarde. À chaque fois qu'on le convoque, il exorcise une à une toutes les forces qui tentent de nous paralyser dans notre détermination. Céline et Julie vont en bateau n'est pas seulement un des plus beaux films du monde, c'est un talisman ayant pris vie. Bienvenue dans la fin du film. Ah ouais. Épisode 9. Mais c'est vrai que, je vous jure, hein, moi, j'ai le plaisir que j'ai eu au début du film. Mais après, il y a d'autres scènes et tout ça, mais bien, en fait, surtout le plaisir du début du film, c'est cette déambulation dans les rues de Paris, de voir l'ancien système de métro, de tramway, de voir les vieilles voitures circuler. C'est pas des lieux que je connais, mais rien que voir la ville à cette époque et voir Paris et ses rues bien entretenues et tout ça, c'est beau, ça fait plaisir, c'est un bond dans le passé, quoi. Si vous voulez voir un Paris des années 70, allez voir le film. Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette. Cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. Je pense que le point gnostique va être... ouais, je pense qu'il va en parler. Le film commence par un générique ornementé d'une typographie Art Nouveau et une musique nostalgique, avec un piano ragtime et des voix amateurs chantant des paroles à moitié inaudibles. Céline et Julie vont en bateau a un sous-titre, peut-être un deuxième titre, Phantom Ladies Over Paris. On voit apparaître un premier carton rappelant l'esthétique des films muets. Le plus souvent, ça commençait comme ça. Le plus souvent, donc, ça commence Square Suzanne Buisson, tenant dans une main le traité méthodique de magie pratique de Papus, un occultiste français de la fin du 19e siècle. Une jeune femme rousse trace un pentacle sur le sable. Soudain, une autre Voilà, elle est en mode sorcière, quoi. femme apparaît, brune, aux vêtements colorés, avec un boa de music hall. Elle fait tomber ses lunettes de soleil. La rousse ramasse les lunettes et se met à poursuivre la brune, qui se met subitement à courir sur l'allée des brouillards. Oui, en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est un peu... Là, on a une métaphore de la magie. Du coup, c'est un peu la magie de la rencontre mystérieuse. Et du coup, elle s'accroche à ça parce qu'elle se dit qu'il y a peut-être un destin, une alchimie dans cette rencontre. C'est un peu ce que ça figure, en fait. Oui, du coup, elle perd ça aussi. La jeune femme brune perd successivement un foulard et une poupée. Elle prend le funiculaire et se rend en haut de la rue du Calvaire, dans un petit théâtre où elle officie comme magicienne. Oui, en plus, ce qui est très bizarre, c'est qu'elle poursuit l'autre, mais au bout d'un moment, la meuf, elle se rend juste compte qu'elle est poursuivie. C'est même pas elle la poursuit et la meuf, elle fait sa vie et elle court. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, la meuf se sent poursuivie et continue de courir. Genre, c'est... En fait, il y a presque un jeu de chat à la souris où tu comprends pas pourquoi la meuf, elle fuit. Un point de montage Voilà, genre ça. C'est-à-dire que la meuf est là et elle lui claque la porte au nez. Enfin, c'est trop bizarre. et les deux femmes sont en banlieue, à Colombes. Oui. La brune entre dans un hôtel, La Colombe. Elle remplit une fiche. Céline Sandrard, née le 15 janvier 1950 à Singapour, magicienne. L'autre, Julie donc, est dehors. Et Céline l'observe depuis la fenêtre de sa chambre. Moi, je suis désolé. Là, c'est pas des lesbiennes, c'est des colocataires. Non, mais désolé, quand tu poursuis une meuf comme ça, dans tout Paris jusqu'à Colombes, et que tu restes devant sa fenêtre quand elle prend une chambre d'hôtel, bon. Pour moi, c'est lesbien, mais c'est surtout très toxique. Ça va, qu'on se le dise, quoi. Hein? Ça n'empêche pas des lesbiennes d'être toxiques, oui. Du harcèlement, voilà, le film de harceleur. Hein.
Mais non, mais c'est pas... C'est de la magie. Voilà, c'est pas du harcèlement, c'est de la magie. C'est la rencontre mystérieuse, c'est magique. C'est le destin. Le film a démarré depuis déjà 13 minutes et tout ce à quoi on a assisté pour l'instant, c'est à une poursuite pour rire, sans dialogue, par deux filles qui semblent plus jouer à se poursuivre qu'à se poursuivre vraiment. Oui. Un nouveau carton apparaît, mais le lendemain matin. Carton qui sera répété 5 fois dans le film, au commencement de chaque nouvelle journée. Julie retourne à Colombes. Elle retrouve Céline au bar de la gare et lui restitue son foulard et ses lunettes. « Merci, monsieur », dit Céline. Merci, monsieur. Non, je prends pas de café. C'est un dialogue bien film français. un dialogue pour rire, un dialogue joué qui annonce le flot de paroles comiques, absurdes et légères qui émailleront le récit. À part ces 2 scènes à Colombes et l'image quasi finale du bateau sur la rivière, tout le film va se passer à Paris. Mais c'est un Paris estival, un Paris si vide qu'on ne s'étonnera pas de voir les mêmes figurants dans plusieurs scènes distinctes. Ainsi, le cinéaste Jean Eustache, non crédité au générique, qui apparaît successivement dans la bibliothèque comme lecteur et dans le petit théâtre comme dragueur. Eustache pourrait d'ailleurs jouer le même personnage, une de ces ça, je pouvais pas savoir. personnes qu'on se met soudain à croiser à répétition l'été à Paris, quand les rues sont presque vides parce que tout le monde est parti en vacances. Julie travaille comme bibliothécaire. Elle a une copine de boulot nommée Lille. Et toutes les deux se tirent le tarot alors qu'elles s'ennuient pendant de longues journées d'été. Les cartes de Julie n'annoncent rien de bon, mais Lille les lui interprète de façon très positive. Ah, mais tu es protégé par ton grand-papa l'ermite. Tu n'avances pas. Tu avances, mais dans l'immobilité totale de... La stagnation. La stagnation triomphante. À la différence de sa collègue, Julie ne se raconte pas d'histoire. Ses cartes sont mauvaises, son avenir est pourri. Elle est confinée à sa bibliothèque et elle s'est visiblement résignée à une existence morne et terne. Oui, elle s'emmerde, quoi. À moins que le signe magique... Et c'est vrai qu'en plus, pour avoir bossé dans une bibliothèque, même chez les employés de bibliothèque, tu sens ce mood-là, quoi. Ils savent que leur vie va pas être incroyable. Bon, ils sont dans les bouquins. À la limite, leur petit frisson, c'est de dire à quelqu'un « Chut, moins fort ». Voilà, c'est... Inscrit sur le sable du square, ne modifie... Après, je les aimais bien, justement. Il y avait aussi une légèreté de vivre dans les bibliothèques. Les gens étaient cool aussi, quoi. Le sens des cartes. À moins surtout que la rencontre avec Céline ne transmute sa magie spéculative en magie opérative. Ouais, c'est ça, c'est Dame de CDI versus l'aventurière. C'est ça, cette rencontre. Très gouine, comme rencontre. Retour au square Suzanne Buisson. Julie lit à nouveau son livre de Papus et récite des formules magiques. Elle semble découragée. Pourquoi la télépathie ? Parce qu'à ce moment-là, en fait, elle sait pas que la meuf est derrière elle, et elle a une intuition, elle se retourne, et elle voit la meuf, elle est en mode « Ah, ok, j'ai capté ». Oui, genre en mode c'est magique. En fait, il y a beaucoup de... Enfin, je veux dire, le film tourne autour d'une métaphore de magie. Comme si la relation était un peu magique en soi, quoi. Retour au square Suzanne Buisson. Julie lit à nouveau son livre de Papus et récite des formules magiques. Elle semble découragée, comme si elle essayait de faire réapparaître Céline et n'y arrivait pas. Ah, très gouine, hein. Désolé, ma seule blague, ça va être de dire que c'est tellement gouine. Elle retourne chez elle, dans un immeuble de la rue Chappe, et comme par magie, Céline est là, dans les escaliers. Comment sait-elle où Julie vit? Aucune idée. Madame Michel, je vous ai déjà dit de plus laisser traîner vos Je suis navrée. Elle est blessée, mais on ne sait pas d'où vient sa blessure. Elle se dit poursuivie, elle prend une douche et commence à raconter son histoire, mais une histoire extrêmement fantaisiste. Céline dit qu'elle revient d'Afrique. Moi, ma théorie, c'est qu'elle s'est cassée la gueule volontairement pour pouvoir dormir chez elle. Voilà, très gouine, hein. Théorie très gouine. Où elle était l'invitée de l'empereur des Pygmées. Elle avait un boa qu'elle mettait autour de son cou, un vrai boa. L'empereur lui aurait donné la peau du tigre du Bengale. Le Bengale? C'est une région d'Afrique où ce qu'on était. Vous connaissez? Le Bengale est en Inde, peu importe. Oui. C'est l'empereur des Pygmées qui m'avait invité. Voilà, on est dans les années 70, hein. Oh. Zuba la géante était jalouse. Bon, après, moi, je sais pas placer le Bengale sur une carte, hein, donc... Elle voulait épouser l'empereur des Pygmées qui m'avait donné la peau du tigre. Elle a chopé des abîmes et perdu ses cheveux. Mais à honte, comme si ça lui rappelait quelque chose. Un homme et 2 femmes qu'il avait engagées comme nounou pour une petite fille de 7 ans. Une petite fille? Oui. Julie va lui chercher quelque chose à boire
Et nouveau moment télépathique, Céline lui dit « Je me taperais bien un foutu Bloody Mary ». Et elle lui rapporte un Bloody Mary. Mais t'as bien foutu Bloody Mary. Ah, waouh! C'est vraiment la magie qui opère. Alors que Julie revient avec le On est fait l'une pour l'autre. cocktail en question. Mais le lendemain matin, Julie décide de se rendre dans la maison que Céline dit avoir fui. Difficile de dire comment l'adresse leur est apparue. Julie fait mine de croire que Céline la lui a donnée la veille, mais on l'a vue s'endormir avant. Je vous l'ai dit hier. Ah oui. Cette bis rue du Nadir aux Pommes. Une rue qui n'existe pas dans notre monde, mais qui existe dans le film. Le Nadir étant en astronomie le point le plus bas de la sphère céleste, opposé au zénith dans la direction verticale. Ah ouais, bah ça je l'avais... J'ai vu le film, je me suis dit, c'est ça. Le Nadir aux pommes est peut-être l'image d'un an de ça. Et aux pommes, parce que je me suis dit tarte aux pommes, Nadir aux pommes, du coup le point de la constellation, mais avec un goût de pomme, peut-être qu'on n'est pas vraiment dans la... Parce qu'il y a un goût de fraise dans l'espace, mais là on est peut-être dans un espace à goût de pomme. Face au sommet que représente la butte Montmartre. Le mot lui-même a sans doute été trouvé dans le livre de Papus, où page 126, le nadir est utilisé pour décrire l'angle septentrional où est située la maison du Cancer, signe du début de l'été. Ouais, un autre vieux man. Pendant que Julie se rend dans la maison, Céline, qui est restée rue Chappe, fouille la malle de Julie et trouve justement une photo de cette maison. Voilà, la fameuse maison un peu creepy, vous allez voir. Julie est expulsée de la maison du... C'est la framboise, le goût de l'espace? Ah ouais, ok. 7 bis rue du Nadir aux Pommes, qui se referme derrière elle. Choquée, elle sort un bonbon orange de sa bouche et le range dans un mouchoir, tout en se rendant en taxi au petit théâtre de la rue du Calvaire. Pendant le spectacle de la Mandragore, Julie a des flashs de ce qu'elle a vécu dans l'après-midi. Et donc la meuf est magicienne et elle fait de la magie comme ça en mode cabaret. Une femme blonde regarde sa main blessée ou arrange des fleurs. Une femme brune retourne une poupée ou s'approche de la blonde qui se regarde dans le miroir. Une infirmière qui ressemble à Julie boit du whisky tiré d'une petite fiole et se débat avec la blonde. Une fois rentrée, Julie croque dans le bonbon et revoit des séquences plus longues de cette histoire, mais toujours dans le désordre. Oui, voilà, alors c'est ça le délire avec le bonbon qui est un peu spécial, c'est que, en gros, elles ont aucun souvenir de ce qui se passe dans cette maison quand elles y vont, mais quand elles bouffent le bonbon, elles se rappellent du passé. Bon, c'est magique, hein. Bon, là, c'est un peu moins Gwyn, mais... Je vois. Mais tu vois quoi? C'est l'histoire d'un veuf, de sa fille et de ses 2 prétendantes. On n'a pas le droit de faire durer une chose pareille. Peut-être. Mais je suis le témoin de ce vœu. Bon, alors là, c'est le moment un peu mot-passant du film. J'ai commencé à m'endormir. J'en suis la garante. Alors, pas avant, hein, mais c'est un moment où il y a beaucoup plus de ça. Alors, je trouvais que c'était long. Le veuf, c'est Olivier, en deuil depuis 1 an de Nathalie, la mère de la petite Madeleine. Il prend plaisir à séduire et à dominer 2 jeunes femmes, Sophie et Camille. Elles rivalisent en séduction pour le conquérir, mais il se refuse à elle par fidélité aux vœux de sa femme, qui ne voulait pas que Madeleine connaisse la souffrance du remariage. Ah, mais en fait, ça veut dire que le passé, c'était 2 meufs qui auraient dû être Gwyn, elle aussi, plutôt que séduire un mec, c'est ça? Pendant que Julie revit les scènes de la journée, Céline est morte de rire, jusqu'au moment où elle voit une main rouge imprimée sur le dos de Julie. Une main rouge? Ah ouais. J'ai pas vu ce détail. Elle est alors à 2 doigts de fuir, mais finalement elle reste. Elle décide même de s'impliquer dans cette histoire. Oui, bon, après elle fuit, mais c'est aussi parce qu'elle a pris le seum sur d'autres trucs. Mais le lendemain matin, cette fois-ci, c'est Céline qui va au 7 bis de la rue du Nadir aux Pommes. Julie essaye de la rejoindre, mais la porte reste fermée. Mais non, c'est la main rouge, genre c'est un fantôme plein de peinture. Genre peut-être que dans cette maison, il y a un fantôme, il refait la peinture et... J'ai dit arrêtez, ne marchez pas là, la peinture est fraîche. Il a dit oh zut, j'ai mis de la peinture sur son épaule, pardon. Julie retrouve Céline, expulsée par la maison et sous le choc. Et celle-ci a aussi la trace d'une main rouge sur le dos. Putain, mais le fantôme peintre, il est nul. Il est vraiment en mode oups, encore, mince, j'ai encore, oui. C'est au tour de cette dernière de manger le bonbon, vert cette fois, et de continuer à raconter des morceaux épars de l'histoire. Putain, une sacrée pub pour Ricola. C'est la même histoire qu'hier, mais cette fois-ci, c'est Céline qui est à la place de l'infirmière. La guerre entre Delphine et Camille pour conquérir le cœur d'Olivier est aussi violente que vaine. Alors?
Que voulez-vous me dire? Rien que vous ne sachiez déjà. Alors là c'est la bagarre entre elles. Là. Celui-ci est un pervers Je précise parce que oui. qui, pendant qu'elles se battent pour gagner son amour, drague également l'infirmière. Et une image terrible apparaît, celle de la petite fille assassinée, une main rouge de sang sur son oreiller. Non, mais c'est le peintre. Mais le Il a dit oups, pardon. Désolé, la part de mince. lendemain matin, alors que Céline retourne une deuxième fois au 7 bis rue du Nadir aux Pommes, Julie la remplace dans son numéro d'illusionniste. Monsieur Dédé, le patron du petit théâtre, a prévu d'envoyer la mandragore en tournée. Mais les gens avec qui il fricote sont très louches. Dans le costume de la mandragore, Julie insulte les comparses de Monsieur Dédé et épargne à Céline les conséquences potentiellement dramatiques de ce projet de tournée. Ah oui, parce qu'il y a un aspect du film qu'il n'a pas dit, c'est que successivement, là, il y a une des meufs qui va prendre l'identité de l'autre meuf. Alors ça, c'est une première scène. Elle prend l'identité de sa copine, de sa nouvelle coloc, hein, bien sûr, pour aller à un date avec un mec qui est amoureux d'elle et qui veut la marier, et pour faire exprès de casser la relation et d'humilier le mec pour que la relation s'arrête, pour se moquer un peu du gars. S'il n'y a pas un truc plus Gwyn que ça, je ne sais pas. Mais voilà, et elle, à son tour, elle prend l'identité de sa pote pour aller faire le numéro. Et bien évidemment, elle n'est pas magicienne, donc elle se met à insulter tout le monde. Bande de macros! Bande de macros cosmiques! Quand Julie retrouve Céline au sortir de la maison de la rue du Nadir aux Pommes, celle-ci a 2 bonbons dans la bouche, un orange. C'est un macro cosmique. Moi, l'expression, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce qu'il existe une dimension où il y a des êtres un peu genre Cthulhu et tout ça qui sont proxénètes? Je sais pas. Quand Julie retrouve Céline au sortir de la maison de la rue du Nadir aux Pommes, celle-ci a 2 bonbons dans la bouche, un orange et un vert. Elles les avalent ensemble et peuvent désormais regarder à 2 les souvenirs de la maison, comme des spectatrices de films. Elles n'ont plus peur du tout. Elles sont mortes de rire. Et nous aussi. Attends-moi, j'enlève les poils. Oui, toutes les deux, je t'attends. Allez. Attends, un, deux, trois. Et voilà, elles sont toutes contentes, elles prennent leurs bonbons et elles se matent le film du passé. Dans la maison du 7 bis de la rue du Nadir aux Pommes, tout le monde est malade. Et c'est là que je me suis endormi, je m'en rappelle. Madeleine est chétive et toujours en chemise de nuit. Sophie ne supporte pas la vue des fleurs. Cette chose, vous le savez bien. Camille a vu du sang. Et l'infirmière finit par avouer, la vue d'un poisson me donne des amnésies. C'est impossible. La seule vue d'un poisson me provoque des amnésies. Même Olivier n'a pas C'est une maison de fous. tellement bonne mine. Il y avait de l'exta dans le thé. Bien sombre, Olivier. Je n'aime pas vous voir ainsi. En bon dominant, il est lui-même dominé par sa propre domination. Votre sollicitude me touche, Sophie. Mais j'ai tout lieu de l'être. Les démons finissent toujours par souffrir de leurs propres méfaits. Ce que Céline et Julie comprennent, et nous avec elles, c'est que si cette journée se répète indéfiniment, c'est parce que nous continuons à nous poser de mauvaises questions. Mais Nous nous demandons Qu'est-ce qui qui, lui de arrive Camille ou de Delphine, voire de l'infirmière ou d'Olivier, a tué la petite fille. Une énigme que jamais le film ne permettra de... Il a sauvé cette... il faut qu'elle devienne Gwyn. Voilà, mais en fait, il n'y a rien que ça. Le lesbianisme politique. Voilà. Et elles s'endorment après s'être dit, cette fois, ça ne se passera pas comme ça. Il était que cette fois, ça ne se passera pas comme ça. Pas comme les autres fois. Mais le lendemain matin, Céline et Julie décident donc d'entrer ensemble, à 2, dans la maison du Nadir aux Pommes. Elles se préparent, elles font de nombreux rituels magiques, placent leurs doigts des yeux de bébés dinosaures. Incroyable. Et elles entrent lucides dans la maison. Ah ouais, elles sont Elles fichent un bazar sans nom, ridiculisent les fantômes. Déconnent à plein tube. Ah oui, parce que bien sûr, quand elles vont dans le passé, elles sont là, elles sont dans la scène. Place un œil de bébé. Pourquoi bébé dinosaure? Parce que apparemment, c'est magique. Il y a un moment où elle lit un bouquin et ça dit que les yeux de bébé dinosaure, ils ont des pouvoirs magiques et donc voilà. Bébé dinosaure au doigt de Madeleine. Et abracadabra, elle sauve la petite fille. Cette fois-ci, ça ne s'est pas passé comme ça. L'innocente n'est pas sacrifiée. Quasi fin du film. Des 5 cinéastes principaux de la nouvelle vague, C'est un film sur des Gwyn blanches complètement défoncées, c'est rigolo. Oui, c'est à peu près ça. Juliette Berthaud est née le 16 janvier 1947 à Grenoble.
Avant Céline et Julie vont en bateau, elle avait été remarquée dans les films de Jean-Luc Godard. C'est pas un peu pour les bourgeois? Oh, c'est le Paris des années 70. Enfin, comment pouvez-vous dire ça? Je ne comprends pas. C'est le bon Paris, le grand Paris qui rayonnait avec ses films de 12 heures à l'étranger. Les Américains en raffolaient. La revue des cinémas, Godard, son article. Croyez-moi bien que les Américains, ils en raffolaient. Hein? Tous leurs films, là, ils viennent pas de nulle part. Vous croyez qui les a inspirés? C'est nous, c'est Paris. Comme La Chinoise ou Le Gai Ça va, les bourgeois, là, 2 minutes. Savoir. Après, oui, il faut avoir du temps pour regarder un film de 12 heures, mais oui. Et dans Out 1 de Jacques Rivette. Après Céline et Julie vont en bateau, Juliette Berthaud ne sera pas seulement actrice, mais également cinéaste et poétesse. C'était annoncé à la fin de son texte du dossier de presse, The Last Summer in Paris. Après avoir évoqué ces deux maîtres, Godard, le savant fou qui a ouvert ma voie cinématographique, et Rivette, le magicien, Last Samouraï, Juliette Berthaud écrit « Je n'ai plus ni Dieu ni maître, je vais essayer de tirer les leçons de mes deux éminents professeurs et partir à ma propre recherche de ma propre créativité. » Sa propre créativité s'exprimera... Putain, ça c'est la phrase de quelqu'un qui sort du savoir-verse. Tout d'abord dans des textes publiés dans des revues. Sorcières, subjectifs. Comme Céline et Julie vont en bateau, les textes de Juliette Berthaud sont remplis de poupées, de chats, de souvenirs d'enfance, d'images de stars hollywoodiennes et de réminiscences d'Alice au Pays des Merveilles. Puis elle publie un très grand livre en 1977, La fille au talon d'argile. Vers la fin de celui-ci, Berthaud a des phrases visionnaires sur un féminisme à venir. Le pouvoir des femmes n'existera pas car elles refusent le pouvoir. Elles de la terre, les Amazones du plaisir et de la jouissance, guerrières du bonheur, de la paix. Oh non, bah ça m'emmerde comme voilà. Bah moi je suis pas d'accord avec ça. C'est bon. Hein. Elles refusent le pouvoir. Et oh, et gros, c'est elles sont pas toutes anarchistes. C'est bon. Juliette Berthaud s'est exprimée. Elles peuvent prendre le pouvoir aussi. Exprimée quelques fois sur le féminisme, mais à ma connaissance, jamais aussi clairement que dans un entretien à Marie-Claire que la journaliste Lucienne Mardor a titré « Le féminisme, c'est moi ». Dans celui-ci, Juliette Berthaud dit « Le féminisme, qu'est-ce que c'est ? J'ai envie de dire, je ne sais pas ce que c'est. Je ne veux plus savoir ce que c'est, parce que c'est trop à la mode et que je n'aime pas les modes. C'est utilisé comme une étiquette, et moi les étiquettes, j'ai passé mon temps à les arracher. Le féminisme, ce qui est dur, c'est qu'on l'adule ou on le rejette, c'est injuste. Le féminisme est nécessaire. » Ah, comme quoi, dès les années 70, hein. Les rapports de jalousie entre femmes... Bah, bien sûr, déjà. Le courant des années 70, ça a été ça au niveau du féminisme. Bien. Oui, donc ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'à la différence d'autres cinéastes, Jacques Rivette, il a été cool parce qu'il les a laissés improviser, utiliser leur talent et faire comme elles avaient envie. Et lui, il n'était qu'une caméra qui captait ce qui se passait. Elle est en train de dire, bah, c'est quand même... genre, c'est presque une femme, bon, ça se discute, mais c'est presque une femme par rapport aux autres hommes. On n'a pas d'argent, rien, deux filles entre elles. Puis, à partir du début des années 80, Juliette Berthaud va devenir réalisatrice de films. Ce sera Neige tout d'abord, co-réalisé avec Jean-Henri Roger en 1981. Juliette Berthaud y joue Anita, une patronne de bar au grand cœur que sa générosité pour les grandes âmes junkies de son quartier va entraîner dans une confrontation tragique avec des flics sans... Mais j'aime bien son visage, elle a un côté chien battu. J'aime bien les visages comme ça. Foi ni loi. Neige est un film policier qui est bien plus qu'un film policier. C'est un film politique visionnaire sur ce que va devenir Pigalle dans les années 80. Comme le dit Pierre Thévagnan, gentrification, nettoyage social et racial via la drogue, le deal, la police, la guerre à la drogue et à la bavure. Neige montre en fait une foule de choses qui s'amorcent en 1980 et qui mettront une décennie à triompher, et le montre avec une simplicité, une efficacité, une économie de moyens impressionnante. Puis c'est Cap Canaille en 1982, toujours co-signé par Jean-Henri Roger. Un film politique sur les incendies de forêt provoqués par les promoteurs immobiliers. Okay. Comme Neige, le film montre une foule de choses qui s'amorcent en 1980 et qui mettront une décennie à triompher, en particulier les magouilles immobilières dans le Var, qui culmineront publiquement dans l'affaire Yann Pia dans les années 90. Juliette Berthaud y joue Paula, la fille d'un membre de la pègre qui rentre en guerre contre ceux qui ont brûlé sa forêt. Enfin, ce sera Havre, en 1986, le seul des trois films qui ne soit pas co-réalisé par Jean-Henri Roger, mais uniquement par elle. C'est le plus étonnant des trois, le plus libre et le plus visionnaire, et le seul où elle ne joue pas. Havre, pour reprendre les mots de Pierre Thévagnan, annonce à nouveau une foule de choses qui s'amorcent en 1980, mais qui mettront, elles, pas 10 ou 20 ans, mais carrément 30 ou 40 à apparaître. Havre se passe parmi les dockers. Deux nouvelles spiritualités s'y opposent.
La croyance régénératrice, une secte misogyne, raciste et sexophobe qui annonce les incels 35 ans en avance. Cette secte fait la guerre à Lily. Incroyable. Le film, il a l'air... Une jeune sorcière blanche jouée par Frédéric Jamet, la nièce de Juliette Berthaud. Lily vient de perdre son petit ami, Pablo. Wokisme, oui. Un geek avant l'heure qui travaillait sur un jeu vidéo. Le jeu vidéo est inachevé, mais il a laissé des instructions avant de mourir que décrypte un enfant, Polo. Et on ne sait pas si ouais, on est dans les années 80. Son jeu vidéo imite le récit initiatique de Lily ou si c'est elle qui le précède. Pablo revient en fantôme dans le film jusqu'au moment où Lily brûle toutes ses images dans un grand feu. La mort, c'est un nouveau commencement. Comme un long voyage et une longue promenade la nuit, quand je cherche les plantes, près de la nature. Havre ne ressemble à rien. J'ai rien compris. il mange... Il est en train de manger ses dents, là. Entièrement ésotérique, magique, à la fois enfantin et extra. C'est l'autre fin du film. Alors que sur un lac immobile qui rappelle le passage vers l'au-delà des anciens Égyptiens, Céline, Julie et Madeleine s'éloignent. Les trois protagonistes de la rue du Ah, mais c'est pour ça. Bah, du coup, j'ai pas vu la fin, mais elles partent en bateau. Pommes reviennent dans la peau des oppresseurs de demain. Et du coup, le bateau, c'est un peu la métaphore de un petit paradis séparé par les flots du monde et de sa matérialité. Et il y a un peu ça. Ah, mais du coup, il y a le couple... Ok. Le bateau, c'est un peu un huis clos. Tout est à refaire. Et c'est l'autre sens de l'omniprésence de Montmartre dans le film. Montmartre n'est pas que le zénith de Paris et le lieu de son baptême, square Suzanne Buisson. C'est aussi la colline où fut bâti le Sacré-Cœur, symbole de la répression sanglante de la Commune, des massacres décidés par l'ignoble Auguste Thiers. Le Sacré-Cœur qui... sanglante de la Commune, des massacres décidés par l'ignoble Auguste... J'avais pas vu sa tête, mais on dirait un Pokémon. Un Pokémon de type caillou, mais un peu cool, parce qu'il a un peu une mèche, genre, c'est un caillou cool. Genre, ça pourrait être son nom. Caillou cool. Mais un peu strict. Strict caillou cool. Thiers. Bon, j'arrête. Le Sacré-Cœur qui domine Paris et qui est encore aujourd'hui visité quotidiennement et admiré par les touristes, encore absents à l'époque de Céline et Julie vont en bateau. Ouais. La maison du 7 bis de la rue du Nadir aux Pommes, ce n'est pas seulement le monde du passé, c'est aussi un monde qui va revenir. C'est le Sacré-Cœur de l'ère glorieuse qui va des mouvements de la jeunesse à l'année 1974. Et Céline n'est pas que le film de 1974. C'est le film de l'après-1974. Il ne nous parle pas seulement du monde contre lequel Céline et Julie sont battus et ont triomphé. Il nous raconte également le monde contre lequel nous allons devoir nous battre et contre lequel nous nous battons encore aujourd'hui. Mieux, il nous dit comment nous battre. Le patriarcat contre lui. Et donc comment se battre contre lui? Il faut protéger les enfants et garder leur innocence. En vrai, ça se tient. C'est vrai, c'est vrai. Donc le patriarcat, c'est l'ennemi, et l'innocence des enfants sexualisés et dont leurs comportements sont trop fliqués trop tôt, c'est ça qu'il faut protéger. Certes, alors que sur un lac immobile, Céline, Julie et Madeleine s'éloignent, les trois protagonistes de la rue du Nadir aux Pommes reviennent. Et le combat contre le pouvoir des zombies est encore à reprendre. Mais cette fois-ci, nous ne nous ferons plus avoir par leurs vieux mensonges, leur fausse spiritualité et leur politique pourrie. Cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça. Merci d'avoir vu cet épisode de la fin du film. Let's go, bravo, féministe, vieux man, bravo, féministe, girl boss. Film.